bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine consacrée à la Guinée équatoriale. Et au sommaire également de cette émission, le prix international UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie sera décerné ce 10 octobre à Paris. Et puis pour la première fois depuis la fin de l'apartheid, un président sud-africain se rend en visite officielle au Kenya. Le chef d'État Jacob Zuma est en effet arrivé ce 10 octobre à Nairobi. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler, nos éditorialistes Gracien Rokindikiza. Gracien, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir à tous. Jean-Marie Bitomo, Jean-Marie, ravi de vous accueillir. Ravi d'être avec vous sur le plateau. Amira, et je dis bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et Alfred Chango. Alfred, c'est un plaisir. Merci, c'est un ravissement de vous retrouver autour de ce plateau et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil bienveillant. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Le prix international UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie récompense les projets et les activités de personnes, d'institutions ou d'organisations non gouvernementales dans le domaine de la recherche en sciences de la vie. Ce prix est décerné ce lundi 10 octobre à Paris, capitale française, au siège de l'UNESCO. C'est un sujet qui nous a été préparé par Deogracias Podo. Créé par le Conseil exécutif de l'UNESCO, le prix UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie est destiné à récompenser les projets et activités scientifiques contribuant à améliorer la qualité de la vie humaine. Il s'agit d'une initiative de la République de Guinée équatoriale qui vise à encourager la recherche, la mise en place et le développement de réseaux de centres d'excellence en sciences de la vie. Le prix UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche scientifique a été créé selon les principes fondamentaux de l'UNESCO. L'ambition est de développer les centres de recherche en sciences de la vie pour réduire les pertes en vies humaines provoquées par les grandes maladies auxquelles nous sommes confrontés. Ces dernières menacent la santé de l'ensemble de l'humanité et celle des Africains en particulier. À travers le prix UNESCO Guinée équatoriale, Malabo veut soutenir les recherches scientifiques dans le monde par le financement des projets des chercheurs pour la plupart dotés d'un potentiel énorme mais limités dans leur travail, dans leur engagement, faute de ressources financières nécessaires. La science et la technologie au service du développement constituent un véritable patrimoine pour l'humanité dont doivent pouvoir jouir tous les peuples du monde dans les mêmes conditions, sans aucune discrimination pour quelque raison que ce soit. C'est d'ailleurs là le rôle que joue l'UNESCO. L'objectif du prix international UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie a été créé précisément au nom de ce principe fondamental qui régit l'UNESCO afin de promouvoir la recherche et un développement approfondi des centres spécialisés en matière de sciences de la vie en vue de réduire les pertes humaines provoquées par les grandes maladies qui continuent, contribuant ainsi à résoudre les problèmes qui portent atteinte à la seule santé et qui causent un véritable fléau à l'humanité tout entière et au continent africain en particulier. La Guinée équatoriale se félicite aujourd'hui au regard du bilan depuis la création de ce prix en mars 2012. Malgré les controverses, le prix doté d'une enveloppe de $300 000 continue de récompenser la recherche en sciences de la vie à travers le monde. Jean-Marie, qu'apporte ce prix au niveau de la recherche ? C'est un prix qui est très important pour l'Afrique, Amira, parce que l'Afrique, c'est le parent pauvre de la recherche. Quand on sait très bien que pour qu'un pays puisse se développer, il faut que vous disposiez de certaines technologies. Donc, c'est rare. En Afrique, nous négligeons toujours tout ce qui est enseignement, tout ce qui est recherche, alors que c'est ça qui est à la base, si vous voulez, de l'industrialisation de tous les États du monde. Donc, une initiative qui est prise, comme celle qui est prise par le président Obiang, ça pousse les Africains à prendre conscience de la valeur. Sinon, l'Afrique, nous restons toujours dépendants. Regardez un peu dans le domaine de la santé. Ça, c'est un domaine qui est très, très important pour nous en Afrique, dans la mesure où on a des maladies chroniques et tout qui déciment des milliers et des milliers, voire des millions d'Africains chaque année. Se lancer dans la recherche, c'est pouvoir maîtriser aussi son avenir quelque part. Et nous l'oublions tout le temps. Donc, le fait que le président Obiang ait pris cette initiative-là, il faudrait que les pays africains lui emboîtent le pas. Quand nous parlons souvent sur ce plateau de la technologie, nous voyons tout simplement de la technologie industrielle. Mais derrière, vous avez ce qu'on appelle la technologie sanitaire, c'est-à-dire qui concerne la santé, qui est le premier facteur le plus important pour une population. Pour qu'une économie puisse s'industrialiser, il faut qu'elle dispose, comment dirais-je, d'une population qui soit en bonne santé et qui puisse, si vous voulez, les jeunes poursuivre les études étant en bonne santé. Donc, de mon point de vue, c'est une très, très bonne initiative qui est prise par la Guinée équatoriale pour peu que d'autres pays africains puissent emboîter le pas. Ce sera quelque chose de très, très intéressant. La semaine dernière, nous parlons ici là, de l'Algérie qui s'est lancée, si vous voulez, dans ces acquisitions des technologies là, qui sont très, très importantes pour l'Afrique.
Gracia, justement, comment on explique le faible investissement de nos pays dans le domaine de la recherche et du développement? Cela s'explique parce que nos dirigeants ne s'intéressent pas finalement à la recherche, se disent finalement qu'on a besoin de quelque chose, on importe de l'étranger. Et il y a aussi, on se délaisse de l'université. La recherche, elle se passe dans des universités. Il faut développer les universités. Il faut encourager les professeurs. Ce sont les professeurs qui font des recherches. Et ce qu'on constate, c'est que on ne voit pas, nos dirigeants ne voient pas cette nécessité. En même temps, il faut le dire que peu de pays ont les moyens de faire des recherches au niveau de chaque pays. On parle souvent ici des compagnies d'aviation, par exemple, où chaque pays veut faire chez soi. La recherche, c'est compliqué, ça va être difficile pour les pays africains. Que chaque pays fasse sa recherche. Il faut qu'il y ait une mutualisation, disons, des moyens, des ressources humaines, des ressources financières, et puis qu'il y ait une recherche. On peut y avoir un pôle ou 2 pôles de recherche au niveau de l'Afrique pour qu'il y ait une progression. Oui, Alfred, on manque cruellement de coopération entre les chercheurs africains et on ne centralise pas assez les pôles d'excellence et les connaissances. Oui, je pense qu'il faut créer des centres de recherche, des laboratoires spécialisés dans un certain nombre de domaines. Là, pour le coup, on est dans le domaine des sciences de la vie, des laboratoires qui sont spécialisés justement dans toutes ces maladies qui concernent justement la santé de nos populations. Il y a des maladies endémiques, tropicales, qui sont propres à l'Afrique, on connaît. Nous continuons à être dépendants de l'Europe, des laboratoires pharmaceutiques européens, alors que si on articulait la recherche scientifique, les laboratoires et des industriels africains, on pourrait produire nous-mêmes nos propres médicaments, par exemple. Or, jusqu'à aujourd'hui, pour, par exemple, le paludisme, nous sommes dépendants de l'étranger ou de l'aide des Nations Unies ou de l'Union européenne ou des États-Unis. Et donc, il y a un manque criant qui est là. L'Afrique est en retard ? Très en retard, à part quelques pays qui ont, comme l'Afrique du Sud, le Kenya, dans une certaine mesure, l'Afrique du Nord, qui a aussi des efforts fournis dans le domaine de la recherche, le Nigeria. Il n'y a pas beaucoup de pays africains qui sont capables justement comme ça de mettre en place des structures qui soutiennent. Alors, je dirais effectivement qu'en Afrique centrale, on s'est beaucoup contenté au niveau médical de s'appuyer sur les filiales de l'Institut Pasteur. Ça n'est pas suffisant pour stimuler justement la recherche nationale, puisque les résultats d'ailleurs passent toujours par Institut Pasteur France. Jean-Marie, vous vouliez rebondir très rapidement. Je voulais rajouter une chose là-dessus, Amira, qui est très importante, c'est qu'il faut que les dirigeants africains voient, c'est-à-dire pensent à une chose, c'est que si on ne profite pas, si vous voulez, de l'intelligence africaine. J'ai lu un article là récemment qui nous donne des projections. D'ici 2050, vous savez combien d'Africains qui vont quitter l'Afrique, c'est-à-dire pour aller exercer à l'extérieur. Et on a au niveau de 65 millions d'Africains qui vont quitter l'Afrique. Si l'Afrique, c'est-à-dire si nos dirigeants ne se rendent pas compte que le domaine de la recherche est un domaine essentiel, important, sur lequel il faut sédentariser nos médecins, sédentariser nos profs dans tous les domaines de la recherche. Et ça, je lance un appel là-dessus pour que les dirigeants africains s'en rendent compte. C'est que l'Afrique, dans les années à venir, si on ne fait pas attention, ce sera un désert intellectuel. Et pour la première fois depuis la fin de l'apartheid, un président sud-africain se rend en visite officielle au Kenya. Ce sera l'occasion pour les deux chefs d'État, Jacob Zuma et Uhuru Kenyatta, de discuter sécurité, échanges commerciaux ou encore immigration. Un sujet qui nous a été préparé par Corinne Kamdem. Regardez. 22 ans après la fin de l'apartheid, un président sud-africain en visite officielle au Kenya. C'est inédit. Jacob Zuma est attendu à Nairobi par son homologue Uhuru Kenyatta dès ce lundi 10 octobre pour une visite de 3 jours. Les discussions entre les deux leaders se concentreront principalement sur le commerce, l'immigration et la sécurité. La visite d'État du président Jacob Zuma au Kenya est, de mon point de vue, triplement historique, donc du point de vue géopolitique, du point de vue économique et du point de vue sécuritaire. Les États reprofilent leur diplomatie à l'aune des intérêts stratégiques des deux États. L'Afrique du Sud est une puissance continentale, tout le monde le sait, mais elle a besoin aussi d'une autre puissance qui est une puissance régionale, à savoir la République du Kenya.
le Kenya est le pays chantre de ce qu'on appelle la région des Grands Lacs, dans le cadre de la conférence internationale, qui abrite le principal aéroport, le principal port de la région et le principal chemin de fer. Ce qui veut dire que si l'Afrique du Sud aujourd'hui côtoie le Kenya, cela permet aux deux pays d'être gagnants. L'équation du visa, si cela est réglée, peut rentrer dans le cadre du schéma de l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui voudrait qu'en 2063, l'Afrique puisse bénéficier, se doter donc d'un passeport continental. Ce qui serait un point important, parce que si les visas sont mis de côté, cela pourrait donc quintupler à coup sûr les relations commerciales entre les deux pays. La candidature de la ministre des Affaires étrangères kenyane, Amina Mohamed, au poste du président de la Commission de l'Union africaine sera également évoquée. En effet, l'appui de l'Afrique du Sud pourrait peser dans la balance en faveur du Kenya durant cette élection. Le Kenya pourrait tirer profit peut-être probablement du soutien diplomatique de l'Afrique du Sud dans le cadre de sa candidature, sa ministre des Affaires étrangères au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Et d'autre part, l'Afrique du Sud pourrait aussi compter probablement sur l'appui du Kenya et la compréhension kenyane afin d'établir des relations diplomatiques bilatérales qui pourraient être fondées sur, n'est-ce pas, une relation de visite sans visa. Si jusqu'ici les relations entre les deux pays étaient plutôt froides en raison des désaccords concernant plusieurs dossiers, cette visite de Jacob Zuma au Kenya marque sans aucun doute un tournant décisif dans leurs relations futures. C'est la première fois donc depuis l'apartheid qu'un président sud-africain se rend en visite officielle au Kenya. Gratien, peut-on qualifier le passif entre les deux pays de tendu ? C'était tendu parce qu'en fait, vous savez bien, en Afrique, il y a un certain moment, une certaine époque, certains pays, disons, gardaient un certain monopole, disons, dans l'influence de la sous-région, l'Afrique du Sud, dans toute l'Afrique du Sud, en remontant vers Mozambique et d'autres pays. Et il y a le Kenya aussi qui avait, disons, son influence au niveau de l'Afrique de l'Est. Et de cette façon-là, il y avait un problème, un conflit, parce que plusieurs pays, Zuma, cela ne veut pas dire que Zuma n'a pas effectué beaucoup de visites, ou les autres chefs d'État, il a fait beaucoup de visites dans la sous-région, mais pas le Kenya, parce que il y avait des intérêts, il voulait investir dans ces pays, alors que le Kenya aussi commençait à s'étendre. Donc, il y avait surtout des conflits liés aux affaires et aussi des conflits liés pour des raisons politiques avec certaines incompréhensions. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a certains points communs. Ils commencent à évoluer ensemble. L'Afrique du Sud commence à s'essouffler. Il faut se tourner vers le pays qui a une grande croissance de l'Afrique de l'Est. Alfred, sur l'immigration, un accord devrait permettre l'annulation de visas entre les deux pays. C'est une avancée significative dans la coopération sud-sud qu'on loue tant. Oui, on peut le penser ainsi, Amira. Il ne faut pas oublier que les deux pays, comme tous les autres de la région de la SADC et puis de la East Community, African Community, tous ces pays-là font partie du COMESA. Donc il y a ce marché commun justement de l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Et que donc l'un des principes qui est à mettre en place logiquement dans les statuts du COMESA, c'est cette idée de libre circulation des biens et des personnes. Donc la suppression des barrières à la fois douanières, tarifaires et puis des douanières, des barrières de visa pour les hommes d'affaires, les populations de la région. Donc ça peut être là effectivement une avancée importante dans ce projet-là, d'abord au niveau bilatéral, mais ça pourrait aussi s'étendre à tous les autres. Évoquer la question du passeport africain, ben oui, on en est justement là, c'est-à-dire que si ce passeport africain avait existé, ces genres de problèmes ne se poseraient pas aujourd'hui, donc il faut accélérer ce mouvement-là aussi pour permettre cette libre circulation des biens des personnes. Et enfin, il y a eu cette idée aussi du passeport du COMESA. Ça voudrait dire que les hommes d'État doivent prendre conscience à un certain moment qu'il faut justement accélérer ce mouvement-là si on veut arriver à l'intégration économique, commerciale, politique, culturelle, etc. de toutes ces régions-là. Jean-Marie, quels sont les domaines de coopération, selon vous, qui devraient être dynamisés entre ces deux pays, l'Afrique du Sud et le Kenya ?
Moi, je dirais indépendamment de la position politique des uns et des autres. Bon, mes deux collègues en ont parlé, si vous voulez, la concurrence entre les deux pays, c'est-à-dire en termes de leadership, chacun dans sa zone, dont on s'évite un peu pour essayer d'avoir la même mise dans sa zone. Donc c'est bien, si vous voulez, que ces échanges, la politique aient lieu pour pouvoir assainir les choses. Mais maintenant, si on vient sur le plan économique, le Kenya a beaucoup à gagner en coopérant avec l'Afrique du Sud au niveau économique. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez, ne serait-ce que dans un domaine dans lequel les deux pays excellent, qui est le domaine touristique, il peut y avoir des échanges d'expériences, parce que nous savons très bien ce que l'Afrique du Sud tire du tourisme, et la même chose avec le Kenya, donc on peut avoir des coopérations à ce niveau-là. Vous avez le Kenya qui a une forte croissance, qui a des produits qui sont le café, le thé et un peu le cacao, qui peuvent, si vous voulez, servir dans des échanges intra-africains, parce qu'à chaque fois que nous parlons de ces produits d'exportation-là, c'est pour l'exportation, si vous voulez, vers l'extérieur de l'Afrique. Donc à partir de là, mettre en place des dynamiques économiques qui font en sorte que les pays, les échanges économiques soient fluidifiés, c'est une bonne chose de mon point de vue. Donc il y a pas mal de choses là-dessus. Il y a le Kenya qui tend vers une industrialisation aujourd'hui. L'Afrique du Sud peut être d'un très très bon secours par rapport, si vous voulez, à l'industrie kenyane. Gracien, les crises au Burundi et au Soudan du Sud devraient animer les discussions au plan sécuritaire. Ce duo Kenya-Afrique du Sud, qu'est-ce qu'il peut apporter de plus? Bon, déjà, il y a une divergence de point de vue, le Kenya par rapport à l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud parlait bien du président Zuma qui est un ami du président Nkurunziza. Et donc, du coup, même quand il conduit une délégation de l'Union africaine, on voit bien les résultats. Il y a un communiqué qui se passe quand il y a tout le monde et il y a un autre communiqué qui passe quand il reste. Donc, ce qui fait qu'il y a le président Kenya qui a une certaine vue du conflit africain, du conflit burundais, qui aimerait bien que ça soit réglé. Donc, il y a déjà une divergence sur ce point. Je ne pense pas qu'il puisse s'entendre de ce côté. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.